Que se passe-t-il lorsque les rêves de célébrité naissent du traumatisme? Ces 22 anciennes stars d'Hollywood ne sont pas simplement arrivées à Tinseltown. Elles s'y sont précipitées, échappant à des foyers brisés, à la pauvreté et aux abus. Mais ce qu'elles ont trouvé, c'est un nouveau type de danger. L'exploitation déguisée en célébrité. Voici l'histoire brutale et émotive de celles qui ont enduré les recoins sombres de la célébrité et survécu pour témoigner. Restez dans les parages. Leur survie est plus puissante que n'importe quel scénario jamais écrit. Judy Garland. Bien avant que Judy Garland n'enchante le monde en tant que Dorothy dans Le Magicien d'Oz, elle était Frances Ethel Gum, une enfant artiste poussée sur scène par sa mère. À l'âge de 13 ans, Judy avait déjà fui une vie de pauvreté et d'instabilité pour se retrouver dans les griffes des studios MGM, où l'exploitation se déguisait en opportunité. Elle ne s'est pas échappée à Hollywood, elle s'est précipitée dans ses couloirs les plus sombres. Chez MGM, Judy n'était pas vue comme une fille, mais comme un produit. Les dirigeants de studio critiquaient son apparence, la traitaient de vilain petit canard, et la forçaient à prendre des amphétamines pour garder son énergie, puis des barbituriques pour dormir. C'était la routine. Ce n'était pas des soins, c'était du contrôle. Elle était surveillée, pesée et manipulée, souvent interdite de manger normalement. Son sourire était mis en scène, son innocence était commercialisée, et sa jeunesse volée. Malgré les mauvais traitements, Judy chantait comme personne. Sa voix portait le poids d'une âme qui avait vécu bien trop jeune. Des films comme Meet Me in St. Louis et A Star is Born sont devenus des triomphes cinématographiques, mais ils masquaient les traumatismes qu'elle a endurés en coulisses. Les dernières années de Judy furent marquées par des luttes. Addiction, mariage brisé, ruine financière, mais elle n'a jamais cessé de se produire sur scène. Elle revenait toujours à la surface, poussée par un talent brut et une vulnérabilité déchirante. Dans ces dernières années, les spectateurs s'accrochaient à chaque note, car ils ressentaient sa douleur, honnête, humaine et indéniable. Judy Garland n'a pas seulement survécu à l'exploitation, elle l'a incarnée. Et ce faisant, elle a obligé Hollywood à affronter les conséquences de traiter ces jeunes stars comme des marchandises jetables. Sa vie était une tragédie enveloppée de sequins, mais son héritage, intemporel. Marilyn Monroe. Avant de devenir la blonde glamour adorée par l'Amérique, Marilyn Monroe était Norma Jean Mortenson, une petite fille effrayée passant d'une famille d'accueil à une autre, d'un orphelinat à un autre, et même entre les mains abusives d'un tuteur. Sa vie était un chaos avant d'être glamour. Et quand elle a finalement fui ce monde, elle est entrée dans un autre tout aussi exploiteur. À 16 ans, elle s'est mariée pour éviter de retourner à l'orphelinat. Peu après, elle a été découverte dans une usine de munitions, posant pour la propagande de guerre. Hollywood a vu sa beauté, pas son histoire. Elle a décoloré ses cheveux, appris à sourire sur commande et adopté le nom de Marilyn Monroe. Mais la fille à l'intérieur est restée fragile, profondément blessée et douloureusement seule. Les studios ont exploité son innocence et son sex appeal, la présentant comme un objet de désir à la voix sensuelle. Derrière la caméra, elle se battait contre des hommes puissants qui ne la voyaient que comme une fantaisie. Elle était payée moins que ses co-stars masculins, forcée dans des rôles stéréotypés et implacablement ridiculisée lorsqu'elle exigeait du respect. Pourtant, Marilyn n'était pas dupe. Elle lisait Dostoïevski, étudiait le théâtre avec Lee Strasberg et cofonda sa propre société de production. Elle aspirait à être reconnue comme une actrice sérieuse, pas seulement comme une pin-up. Des films comme Bus Stop et Les Désaxés révélèrent sa profondeur émotionnelle inexploitée, même si sa vie personnelle dégringolait. L'exploitation a fait des ravages. La dépendance, la maladie mentale et un sentiment croissant d'isolement ont consumé ces dernières années. Quand elle est décédée à 36 ans, le monde a pleuré une icône perdue. Mais sous la tristesse, il y avait de l'admiration. Marilyn Monroe avait survécu à un système qui avait essayé de la définir, de la contrôler et finalement de la détruire. Elle n'a jamais cessé de lutter pour être plus que ce qu'Hollywood lui permettait. La tragédie de Marilyn n'était pas sa beauté, mais comment cette beauté a été utilisée contre elle. Mais sa survie, même éphémère, a donné aux femmes futures à Hollywood une feuille de route. Ne vous contentez pas de fuir, évoluez. Barbara Payton. Barbara Payton était l'avertissement de Hollywood bien avant que son histoire ne se termine en tragédie. Née en 1927 dans une famille ouvrière, elle a fui un foyer turbulent et abusif.
chez elle à l'adolescence, poursuivant des rêves de glamour. Elle est arrivée à Hollywood, avec une beauté blonde glacée, et assez d'ambition pour rivaliser avec Monroe. Les studios ont remarqué, mais les prédateurs aussi. Barbara a rapidement été moulée dans le stéréotype de la bombe. Son succès est venu avec Kiss Tomorrow Goodbye face à James Cagney. Les critiques ont loué sa sensualité brute. Mais derrière les projecteurs, l'exploitation était brutale. Les responsables du studio la faisaient passer d'un contrat à un autre, et sa vie amoureuse devenait un spectacle public. Un triangle amoureux infâme avec l'acteur Frank O'Tone et le brutal Tom Neal s'est terminé avec Neal battant Tone presque à mort. Peyton a été étiqueté comme marchandise abîmée et abandonnée. Les mêmes médias qui l'avaient autrefois adorée la moquaient maintenant. Elle s'est tournée vers l'alcool et la drogue, sombrant dans la pauvreté, arrêtée à plusieurs reprises pour prostitution et fraude aux chèques. À la fin de la trentaine, elle était méconnaissable, sans abri à Los Angeles, vendant ses propres mémoires scandaleuses pour de l'argent de course. Et pourtant, dans les cendres de sa chute, Barbara restait défiant. Elle assumait ses choix, parlait franchement du fait d'avoir été exploitée, et avertissait les autres filles des dangers d'Hollywood. Son histoire n'était pas celle d'une rédemption, mais de survie contre une machine conçue pour broyer les femmes et les rejeter. Barbara Peyton n'est pas simplement tombée. Elle avait été poussée, rejetée par une industrie qui a fait des millions grâce à son visage. Elle est morte à 39 ans, mais son histoire demeure comme une condamnation brutale de la façon dont Hollywood traite les femmes qu'il ne juge plus utiles. Peg Entwistle. Elle est venue à Hollywood pour voler. Au lieu de cela, elle est tombée. L'histoire de Peg Entwistle est devenue légendaire, principalement en raison de sa fin, son corps retrouvé au pied de l'emblématique panneau Hollywood. Mais bien avant ce saut tragique, Peg était une actrice talentueuse, formée de manière classique et aguerrie à Broadway. Elle avait fui une situation familiale difficile et traversé le pays seule, convaincue que le monde du cinéma offrirait plus que la scène. RKO Pictures a pris une chance avec elle, en la choisissant pour jouer une épouse amère dans 13 femmes. Mais, lorsque la sortie du film a été retardée et que ses scènes ont été lourdement coupées, Peg est tombée dans le désespoir. La ville promettait la célébrité. Ce qu'elle a reçu, c'était le silence. Sa grande chance s'était évanouie, juste comme ça. L'industrie la voyait comme juste un autre joli visage parmi des milliers, facile à ignorer, plus facile à oublier. Pourtant, Peg portait le poids de ses rêves brisés, avec une gravité insupportable. Par une fraîche soirée de septembre 1932, elle gravit le sommet du H sur le panneau Hollywood et sécurité. Sa chute n'était pas seulement physique. C'était l'effondrement de toutes les promesses vaines que Hollywood avait jamais faites. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge n'était pas juste une fugitive. Elle était une révolution en talons. Née à Cleveland en 1922, Dorothy et sa sœur ont été forcées par leur mère et un partenaire contrôlant à former un duo chantant, gérant chaque étape de leur carrière. Elle a fui ce monde par la musique et le cinéma, débarquant à Los Angeles pour se réinventer. Mais la nouvelle vie avait un prix. En tant que femme noire à l'époque de Jim Crow à Hollywood, Dorothy a fait face à une exploitation à la fois raciale et sexuelle. Elle a brillé dans les clubs et a rapidement été à l'affiche du grand écran. Quand Carmen Jones a fait d'elle la première femme noire nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice, cela aurait dû tout changer. Au lieu de cela, elle a été cataloguée. Trop exotique pour les rôles blancs, trop glamour pour les rôles réservés aux actrices noires. Les offres se sont asséchées. Elle a été exploitée par les studios et les amants, y compris le réalisateur marié, Otto Preminger. Derrière la beauté se cachait une femme qui naviguait constamment dans un monde qui voyait son corps avant son talent. Ses relations étaient entachées de trahison, et ses finances étaient contrôlées par des hommes qui promettaient protection et apportaient la ruine. Dorothy est morte jeune, à seulement 42 ans, mais sa survie était spirituelle. Elle a brisé les frontières simplement en restant immobile, simplement en exigeant d'être vue. Son histoire est un témoignage pour chaque femme qui a fui l'oppression, pour la retrouver vêtue d'un smoking et se proclamant le monde du spectacle. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor n'était pas une fugueuse typique, mais elle a échappé à quelque chose d'aussi dévorant, une enfance faite pour être exposée. Née en Angleterre et élevée à Hollywood, Elizabeth a été projetée sous les projecteurs à l'âge de 9 ans, façonnée en poupée de porcelaine de MGM. Elle n'a pas fui sa maison. Elle a fui sa propre vie. Une vie façonnée,
et manipulée par des hommes puissants du studio qui contrôlaient chacun de ses mouvements. À 12 ans, National Velvet l'a rendue célèbre. Mais la célébrité a apporté une pression suffocante, des régimes pour amincir son physique déjà mince, un contrôle rigide de son image et des coups de publicité mis en scène qui masquaient la vraie fille derrière les yeux violets. Chaque romance qu'elle avait, chaque mariage, chaque chagrin d'amour était marchandisé. L'industrie l'a marquée comme une croqueuse d'hommes, une tentatrice, un aimant à scandale. Peu de gens s'arrêtaient pour voir la fille apeurée qui se cachait en dessous. Elle a enduré l'exploitation déguisée en glamour. Mais Elizabeth n'a pas seulement survécu, elle est revenue avec force. Au moment où Butterfield hate et Qui a peur de Virginia Woolf. Elle avait pris le contrôle de sa carrière et refusait de se laisser enfermer dans les rôles que d'autres choisissaient pour elle. Hors écran, elle a enduré les critiques publiques, les crises de santé et la perte de grands amours, mais elle en est sortie plus forte. Elle est devenue la première actrice à toucher un salaire d'1 million de dollars, et plus tard, elle a utilisé sa célébrité pour l'activisme, devenant une alliée vocale pour la sensibilisation au sida, à une époque où peu osaient en parler. Elizabeth Taylor ne s'est pas enfuie au sens traditionnel. Elle a traversé le feu et elle en est ressortie étincelante. Non pas parce que Hollywood l'a permis, mais parce qu'elle l'a exigé. Elle n'a pas échappé au système. Elle a appris à le posséder. Veronica Lake. La montée de Veronica Lake fut rapide, et sa chute encore plus rapide. Mais bien avant de devenir la fille peekaboo d'Hollywood, Veronica n'était que Constance Ockelman, une adolescente de Brooklyn qui a fui un foyer fracturé après la mort de son père. Sa mère s'est remariée, et la jeune Connie, se sentant indésirable, est partie pour trouver une vie par elle-même. Elle est tombée par hasard dans le mannequinat, puis dans le cinéma. Hollywood s'est immédiatement accroché à sa beauté, en particulier à la cascade de cheveux blonds qui tombait accidentellement sur un œil lors d'un essai à l'écran. Cette erreur est devenue sa marque de fabrique, et l'image a perduré. Mais l'image n'était pas elle. C'était une prison. Les studios l'ont surmenée, la confrontant à des co-stars comme Alan Ladd et scénarisant chaque mouvement. En dehors des plateaux, sa vie personnelle s'effondra. Ses mariages s'écroulèrent. Elle buvait pour faire face. Elle fut qualifiée de difficile, une sentence de mort pour les femmes dans le Hollywood des années 40. Pire encore, l'effort de guerre accusa sa coiffure d'être à l'origine de blessures sur le lieu de travail parmi les femmes imitant son look, ce qui l'incita à la changer publiquement. Ce geste, destiné à aider, lui a coûté le statut d'icône que MGM avait mis des années à bâtir. Dans les années 1950, Lake était fauchée et travaillait comme serveuse dans un bar à cocktails à New York, mais elle n'a jamais complètement abandonné. Elle a publié un mémoire, a repris sa voix et a vécu ses dernières années selon ses propres termes. Veronica Lake s'est échappée d'une cage pour en tomber dans une autre, mais elle en a ouvert les barres avec une honnêteté brutale. Elle a survécu au système qui l'avait vendue comme un rêve, et ce faisant, elle a prouvé qu'elle était plus qu'une coiffure. Elle était humaine. Rita Hayworth. Pour le monde, Rita Hayworth était l'incarnation de l'attrait sexuel. Mais derrière les poses sensuelles et les robes chatoyantes, se cachait Margarita Carmen Cancino, une fille qui avait passé son enfance à danser dans des clubs, poussée sur scène par son père, Eduardo. Son évasion ne venait pas de chez elle. C'était de sa poigne. Plus tard, elle a décrit son enfance comme contrôlée et traumatisante. Danser avec son père dans des boîtes de nuit adolescentes l'a exposée à l'attention des adultes bien trop tôt. Finalement, elle s'est réfugiée dans les bras de Hollywood. Mais même là, l'exploitation a continué. Columbia Pictures a changé son nom, a relevé sa ligne de cheveux avec une électrolyse douloureuse et a teint ses cheveux en rouge pour effacer son héritage latin. Rita est devenue une sensation mondiale avec Gilda. Pourtant, elle détestait cette image. Tous les hommes que je connaissais, a-t-elle dit un jour, tombaient amoureux de Gilda, mais ils se réveillaient avec moi. Cette dissonance la hantait. Les hommes de sa vie, y compris Orson Welles et le prince Ali Khan, aimaient sa légende, mais ne pouvaient pas gérer sa vulnérabilité. Derrière les projecteurs, elle luttait contre l'anxiété, l'alcoolisme et le poids écrasant d'être une icône que personne ne connaissait vraiment. Les studios ont profité de sa renommée, mais n'ont offert aucun soutien, alors que sa santé mentale déclinait. Malgré tout, Rita n'a jamais abandonné. Elle a continué à travailler dans les années 1960, même lorsqu'Hollywood lui tournait le dos. Ces dernières années, affectée par un Alzheimer non diagnostiqué, furent tragiques, mais sa force n'a jamais été oubliée.
Rita Hayworth n'a pas seulement survécu à l'exploitation, elle l'a endurée avec une grâce tragique. Elle était plus qu'une déesse du grand écran. Elle était une femme qui s'est battue pour reprendre son identité dans une industrie qui a essayé de l'effacer. Natalie Wood. La vie de Natalie Wood était soigneusement chorégraphiée avant même qu'elle sache s'exprimer par elle-même. Née Natalia Nikolaevna Zakharenko de parents immigrants russes, elle a été poussée à jouer dès son plus jeune âge. Sa mère croyait que la célébrité apporterait le salut, et elle ne reculerait devant rien pour l'obtenir. Natalie n'a pas fui la maison. Elle a été portée vers l'exploitation par sa propre famille. À l'âge de 8 ans, elle jouait dans Le Miracle de la 34e rue. Elle était choisie pour jouer des rôles romantiques aux côtés de hommes adultes. Son image était strictement contrôlée, et elle avait fréquemment comme partenaire à l'écran des hommes plus âgés, brouillant les frontières entre l'adolescence et la sexualité. Mais Natalie n'était pas passive. Elle s'est rebellée silencieusement, luttant pour des rôles sérieux, dans des films comme La fureur de vivre et La fièvre dans le sang, où ses performances émotionnelles brutes laissaient entrevoir le traumatisme profond qu'elle portait en elle. Hors écran, elle luttait contre la peur, l'anxiété et les rumeurs d'avoir été agressée sexuellement par une grande figure d'Hollywood à un jeune âge. Une accusation qui glace encore les fans aujourd'hui. Malgré tout, Natalie a survécu plus longtemps que la plupart. Elle est devenue productrice, mère et une femme qui n'avait pas peur de montrer sa douleur. Mais sa mort tragique en 1981, noyée dans des circonstances mystérieuses, reste l'une des histoires non résolues les plus controversées d'Hollywood. La vie de Natalie Wood était un mélange envoûtant d'innocence volée et de courage retrouvé. Elle a passé toute sa vie à essayer de s'approprier le récit que d'autres avaient écrit pour elle. Et bien que la vérité ait pu mourir avec elle, son héritage continue de crier ce qu'elle murmurait souvent. « Je veux être entendue. » Lana Turner. Lana Turner a été découverte en train de siroter un soda dans une pharmacie, mais ce doux début masque une enfance turbulente. Née Julia Jean Turner dans l'Idaho, elle a fui un foyer brisé marqué par la mort violente de son père. Élevée par une mère qui avait du mal à subvenir à leurs besoins, Lana s'est échappée dans le monde de rêve de Los Angeles. Sa beauté a été exploitée dès qu'elle a été repérée. Hollywood l'a instantanément façonnée en la Sweater Girl, une fantaisie vivante qui attirait des millions de personnes dans les cinémas et des prédateurs dans les coulisses. Elle a été choisie pour jouer la séductrice encore et encore, malgré une profondeur et une vulnérabilité que les studios n'ont jamais pleinement explorées. Mais la vie personnelle de Lana est devenue sa performance la plus publique. 8 mariages, scandales dans les tabloïds, et le meurtre infâme de son petit ami gangster, Johnny Stompanato, poignardé par sa fille adolescente Cheryl en légitime défense, ont défini son récit. La presse l'a crucifiée, pourtant elle est restée ferme, protégeant sa fille à tout prix. Ce que beaucoup oublient, c'est la résilience de Lana. Elle n'a pas sombré dans le scandale. Elle a continué de travailler. Des films comme Imitation of Life ont présenté une Turner mûrie et consciente d'elle-même, aux prises avec la race, l'identité et la maternité d'une manière qui reflétait sa propre vie. Lana n'a pas fui Hollywood. Elle l'a traversée, meurtrie mais intacte. Elle a pris le contrôle d'une histoire que d'autres ont essayé d'écrire pour elle et l'a transformée en une carrière qui a duré près de 5 décennies. Susan Hayward. Susan Hayward ne s'est pas contentée de fuir Brooklyn. Elle a explosé son plafond. Née Edith Mariner, elle était une fille robuste aux cheveux roux d'un quartier pauvre qui s'est dirigée vers Hollywood avec un feu dans la poitrine et l'ambition dans les veines. Mais Hollywood avait des plans pour elle, aucun d'eux n'étant équitable. Arrivée pendant l'âge d'or du système des studios, Susan se retrouva cantonnée à des rôles qui mettaient en avant sa beauté, mais ignoraient sa détermination. Elle était souvent écartée des rôles principaux, utilisée pour des photos glamour et des tournées promotionnelles, tandis que d'autres starlettes privilégiées obtenaient les rôles sérieux. Pourtant, Susan s'est battue. Elle a survécu à un accident de voiture dévastateur au début de sa carrière, a reconstruit son image et a exigé des rôles qui mettaient à l'épreuve son registre. Dans « Je veux vivre », elle a joué une condamnée à mort réelle, offrant l'une des performances humaines les plus poignantes de l'histoire du cinéma. Cela lui a valu un Oscar et a prouvé que Hayward n'était pas seulement un joli visage. Dans les coulisses, elle a enduré un mariage difficile et a combattu la dépression. Mais elle a rarement laissé le public voir sa douleur. Elle a respecté les règles d'Hollywood juste assez longtemps pour les réécrire. Susan Hayward a couru vers un rêve. Mais quand ce rêve a tenté de la réduire,
elle a riposté avec fureur et grâce. Sa survie ne consistait pas seulement à rester, mais à évoluer, à exiger d'être vue, et à ne jamais abandonner son feu. Jean Harlow. Jean Harlow était la première blonde platine d'Hollywood. Une vision de glamour, de séduction et de charisme à l'écran. Mais la véritable Harlow, née Harleen Carpenter, était une fugitive à plus d'un titre. À seulement 16 ans, elle s'est mariée pour échapper à sa mère autoritaire, Mama Jean, qui traitait la beauté de sa fille comme une machine à cash. À 18 ans, Jean était à Hollywood, d'abord réticente, puis poussée à jouer par son mari, et plus tard par sa mère. Sa percée est venue avec Hells Angels en 1930. Soudain, elle était partout, adorée pour ses courbes et son regard glacé, même si MGM l'a transformée en symbole de fantasme sexuel. Pourtant, hors écran, elle était timide, douce et mal préparée pour les hommes lubriques et la presse incessante. Son corps est devenu une marque, son nom, un titre. Derrière les paillettes se cachait une femme exploitée par le studio, sa mère et une série de mariages désastreux. Elle travaillait des heures épuisantes malgré une maladie chronique, tout en cachant sa douleur émotionnelle derrière un sourire étincelant. Jean Harlow est morte à seulement 26 ans d'une insuffisance rénale, aggravée par le refus du studio de lui accorder un traitement médical approprié à temps. Sa mort précoce a stupéfié la nation, mais peu l'ont reconnu comme la conséquence d'un système qui ne s'est jamais vraiment soucié de ses stars. Harlow a fui un foyer qu'il exploitait pour une industrie qui l'exploitait encore plus, mais elle illuminait l'écran d'une vulnérabilité qu'aucun studio ne pouvait écrire. Son histoire n'est pas seulement une tragédie, c'est un symbole de l'âge d'or d'Hollywood étincelant au sommet d'une montagne de sacrifices. Linda Darnell. Linda Darnell ressemblait à un rêve, mais elle a vécu un cauchemar au ralenti. Née au Texas en 1923, elle a été poussée dans le mannequinat par une mère de scène autoritaire avant la puberté. À 15 ans, elle a menti sur son âge et a couru directement dans les griffes de 20th Century Fox, devenant l'une de leurs beautés les plus rentables. Mais ce à quoi elle ne pouvait échapper, c'était le contrôle. Le chef du studio, Daryl F. Zanuck, la présentait comme une sirène exotique, renforçant constamment l'idée que son apparence était plus importante que son talent. Elle a joué dans des succès comme Forever Amber et A Letter to Three Wives. Mais en coulisses, elle se débattait. Exploitée dans ses relations et étouffée professionnellement, elle a commencé à s'effacer des feux de la rampe dans les années 1950. L'alcoolisme et la dépression s'ensuivirent. Les rôles se raréfièrent. Elle essaya le théâtre et la télévision, s'accrochant à un retour. Puis vint l'ironie la plus cruelle. En 1965, elle séjournait chez son ancienne secrétaire lorsqu'un incendie se déclara. Linda s'est précipitée à l'intérieur pour sauver les enfants de la femme et a subi des brûlures mortelles. Elle est morte un jour plus tard. Linda Darnell n'a pas seulement survécu à l'exploitation d'Hollywood, elle en a brûlé, au sens figuré, et tragiquement, au sens littéral. Elle avait fui un foyer oppressant pour être étouffée par le même système qui lui promettait évasion. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield n'a pas seulement couru vers Hollywood, elle y a sprinté, souriant tout le long du chemin. Née Vera, Jane Palmer, en 1933, sa vie précoce fut marquée par la perte. Son père est mort quand elle avait 3 ans, et à l'adolescence, elle était désespérée de fuir le Texas des petites villes et les normes conservatrices qui étouffaient ses rêves. Jane ne fuyait pas seulement la pauvreté, elle courait vers les projecteurs. Elle est arrivée avec un plan. Armée d'intelligence, de charme et d'une détermination inébranlable, Jane a créé sa propre image. Des cheveux blonds platine, des robes moulantes et une voix aiguë qui parodiait Marilyn Monroe tout en se moquant de l'industrie qui l'exploitait. Hollywood a mordu à l'hameçon. Elle a été présentée comme le symbole sexuel ultime dans des films comme La blonde explosive, commercialisée sans vergogne par des studios qui se souciaient peu de son intelligence et uniquement de son tour de poitrine. Ce que la plupart des gens ignoraient, Jane avait un QI de 163, parlait 5 langues et avait étudié le théâtre à l'Université du Texas. Mais elle a vite compris que l'intelligence ne se vendait pas, les courbes, si. Elle s'est investie dans le rôle pour survivre, mais avec chaque photo mise en scène et scandale dans les tabloïds, la frontière entre personne et personnage s'est estompée.
Au début des années 1960, Jane fut placée mise de côté pour des visages plus jeunes. Elle a fait le tour des nightclubs, s'est accrochée au feu de la rampe et s'est battue pour soutenir ses 5 enfants. Jane est morte tragiquement dans un accident de voiture à seulement 34 ans. Pourtant, son héritage perdure. Pas comme une blague, mais comme une femme qui comprenait les règles de l'exploitation et qui a essayé, à sa manière flamboyante, de les renverser. Jane n'a pas seulement survécu, c'était sa performance de survie qui est devenue son plus grand acte. Joan Crawford. Avant de devenir une royauté d'Hollywood, Joan Crawford était une fugueuse avec des trous dans ses chaussures et le feu au ventre. Née Lucille Fay Le Sueur en 1904, elle a grandi dans la pauvreté, abandonnée par son père et abusée par son beau-père. Adolescente, elle travaillait comme serveuse et blanchisseuse, récurant les sols tout en rêvant de s'échapper. Elle s'est tournée vers la scène, puis vers l'écran. Dans les années 1920, MGM l'a transformée en Joan Crawford, un nom choisi lors d'un concours. Ses premiers rôles exploitaient sa sensualité brute et ses talents de danseuse. Mais derrière le glamour, Joan restait la jeune fille, essayant de prouver qu'elle comptait. Elle se réinventait sans cesse. Garçonne, héroïne ouvrière, icône de la mode, à chaque fois, elle s'arrachait des rôles auxquels les autres la signaient. Crawford a enduré un système de studio qui exploitait son apparence, micro-gérait sa vie. Elle a écarté lorsqu'elle a fiancé, mais elle a refusé de disparaître. Avec Mildred Pierce, elle a fait taire les critiques et a remporté un Oscar, défiant la croyance que les femmes de plus de 40 ans ne pouvaient pas porter un film. Sa vie personnelle, surtout en tant que mère, reste controversée. Mais il est indéniable qu'elle avait de la force. Elle a survécu à la pauvreté, aux abus, à la mise sur liste noire et à une industrie misogyne qui offrait peu de pitié. À travers tout cela, elle était restée posée, ambitieuse et farouchement déterminée. Joan n'a pas seulement échappé à l'exploitation, elle l'a transformée en un art de la performance, l'utilisant comme carburant pour forger une carrière qui a duré 5 décennies. Elle n'était pas parfaite, mais elle était puissante, et c'est pourquoi sa légende perdure. Bettie Page. Bettie Page n'est pas entrée dans le monde de l'exploitation, elle y a été entraînée avec un sourire. Née dans le Tennessee en 1923, Bettie a grandi dans la pauvreté et les foyers d'accueil après que son père a été emprisonné pour l'avoir molestée. Au début de la vingtaine, elle a fui un mariage raté et s'est rendue à New York pour se retrouver. Ce qu'elle a trouvé, c'est un objectif de caméra qui ne la lâcherait jamais. Avec sa frange caractéristique, ses poses espiègles et son attitude intrépide, Bettie est devenue la reine des pin-up des années 1950. Elle a posé pour des photographes de style pin-up et a joué dans des films fétichistes, des images qui définiraient, plus tard, des sous-cultures underground. Mais elle a toujours insisté sur le fait qu'elle posait parce qu'elle le voulait, ne se voyant jamais comme une victime. La vérité était plus trouble. Page a été exploitée par des photographes masculins, sous-payés, et plus tard mise sur liste noire lorsque l'Amérique conservatrice a sévi contre les matériaux pour adultes. Elle a disparu de la scène publique à la fin des années 50, sombrant dans le zèle religieux et luttant contre des maladies mentales, y compris un diagnostic de schizophrénie qui a conduit à des années de soins psychiatriques. Pourtant, Bettie Page a survécu. Lorsqu'une nouvelle génération l'a redécouverte dans les années 1990, elle est ressortie prudemment, pas pour la célébrité, mais pour la reconnaissance. Elle a donné des interviews, a repris son récit et a reçu le respect qu'elle méritait depuis longtemps. Bettie Page n'a pas demandé à devenir une icône. Elle a simplement échappé d'une prison à une autre et a réussi à s'échapper des deux. Son héritage n'est pas seulement dans les photos, mais dans son refus d'avoir honte de qui elle était. Clara Bow. Clara Bow n'incarnait pas seulement les années 20 rugissantes, elle était le cœur battant de la décennie. Mais derrière les rires et les yeux papillonnants de Litty Girl se cachait une fille de Brooklyn, fuyant des horreurs que personne ne devrait endurer. Née dans la pauvreté, en 1905, l'enfance de Clara fut marquée par la négligence, la violence et les traumatismes. Sa mère souffrait de graves maladies mentales et a tenté de la tuer une fois. Clara n'a pas fui avec une valise, mais avec un instinct brut de survie. Gagner un concours de beauté à l'adolescence lui a donné un billet de sortie, et elle s'est rapidement dirigée vers Hollywood. Elle apportait quelque chose que personne d'autre n'avait, une émotion brute, un sourire de rue et une énergie sexuelle qui ne reposait pas sur des faux semblants. Elle était magnétique. Les studios voyaient des signes de dollars.
Il la faisait travailler sans relâche, exploitant son image tout en ignorant son bien-être. Avec l'apparition des films parlants, l'accent et les nerfs de Clara étaient moqués. Des rumeurs se propageaient, comme une traînée de poudre sur son passé, sa sexualité, sa santé mentale. Les dirigeants des studios la contrôlaient avec des contrats et des chroniques de potins, érodant sa confiance avec chaque scandale fabriqué. Au début de la trentaine, Clara a tout quitté. Fatiguée, brisée et publiquement humiliée, elle s'est retirée de l'écran et a épousé l'acteur de western Rex Bell, s'installant au Nevada. Mais la paix était insaisissable. Elle a lutté contre l'institutionnalisation et n'est jamais retournée à la comédie. Pourtant, Clara a survécu. Elle avait échappé à la pauvreté, aux abus et à un système qui dévorait les femmes comme elle. Sa carrière a peut-être été éphémère et intense, mais elle n'a jamais laissé Hollywood prendre son âme. Clara Bow n'était pas juste une fugitive. Elle était une survivante qui a donné au monde tout ce qu'elle avait et, quand il menaçait de la détruire, elle s'est reprise en main. Frances Farmer. Frances Farmer est née rebelle. À une époque où la conformité était synonyme de survie, elle remettait ouvertement en question la religion, la politique et la structure même de Hollywood. Née en 1913, elle s'est tournée vers le théâtre non pas pour devenir célèbre, mais pour se faire entendre, et cela la rendait dangereuse. Après avoir étudié le théâtre à l'université et visité l'Union soviétique, ce qui lui a valu le label rouge, Frances est arrivée à Hollywood avec brillance et beauté. Mais elle a refusé de jouer le jeu. Elle a défié les réalisateurs, refusé les coups de publicité des studios et exigé l'intégrité artistique. Cette indépendance n'était pas respectée. Elle était punie. On la qualifiait de difficile, un arrêt de mort dans les années 40. Plus elle résistait, plus elle était isolée. Sa santé mentale s'est détériorée. Elle a été arrêtée, institutionnalisée et soumise à des traitements horribles, y compris des électrochocs rapportés et des lobotomies forcées, bien que ces dernières soient sujettes à débat. Elle est devenue un avertissement pour les femmes qui osaient résister. Mais Frances n'était pas brisée. Elle est finalement revenue sur scène, a publié un mémoire et a animé une émission de télévision locale. Bien qu'elle ne soit jamais complètement rétablie, elle s'est extirpée lentement de l'abîme dans lequel Hollywood l'avait jetée. Frances Farmer n'a pas seulement survécu à l'exploitation. Elle en est devenue la martyre. Sa vie est à la fois un conte édifiant et un phare de résistance. Elle a prouvé que le prix de la vérité dans une ville malhonnête pouvait être brutal, mais jamais dénué de sens. Gloria Graham. Gloria Graham n'a jamais été faite pour les cases bien rangées d'Hollywood. Née en 1923, elle a grandi dans un foyer théâtral, mais a quitté sa maison jeune pour tracer son propre chemin. Ce qu'elle a trouvé était une industrie prête à utiliser sa voix sensuelle et ses yeux blessés sans jamais demander ce qu'il lui coûtait. Elle a remporté un Oscar pour The Bad and the Beautiful, et ses rôles dans des films noirs comme In a Lonely Place l'ont transformée en déesse de vulnérabilité et de danger. Mais la vraie vie de Gloria était encore plus compliquée que son personnage à l'écran. Derrière sa voix douce se cachait une femme essayant de préserver sa santé mentale. Sa vie personnelle s'effondra quand elle épousa son ancien beau-fils, un scandale que Hollywood ne pardonna jamais. Les portes des studios se fermèrent, les rôles disparurent. Elle commença à jouer dans des théâtres communautaires, survivant grâce à quelques fragments de célébrité tout en cachant un diagnostic de cancer qui finirait par lui coûter la vie. Pourtant, elle a continué à travailler jusqu'à la fin, montant sur scène en Angleterre et refusant la pitié. Gloria Graham n'a pas fui Hollywood. Elle est partie la tête haute, défiant quiconque de la regarder dans les yeux. Elle n'a pas seulement survécu à l'exploitation, elle a vécu plus longtemps que sa pertinence. Mae West. Mae West n'a pas fui l'exploitation. Elle l'a traversée comme un bulldozer en talons. Née en 1893, elle a été élevée par une famille de vaudeville qui a encouragé son flair pour la rébellion. Dans la vingtaine, elle écrivait et produisait ses propres pièces osées, se faisant arrêter pour obscénité et aimant chaque minute de cela. Lorsqu'elle est finalement arrivée à Hollywood à la fin de la trentaine, elle était déjà une légende. Mais l'industrie du cinéma essayait toujours de la contrôler. Ses costumes, ses mots, son poids. Mae a refusé. Elle écrivait ses propres dialogues, façonnait son propre personnage et ne laissait jamais personne d'autre la définir. Ils ont essayé de la censurer, de l'interdire, de l'enterrer sous des restrictions de code.
Elle a répondu avec des clins d'œil, des doubles sens, et certains des chiffres au box-office les plus impressionnants des années 1930. Visage. Mae West a vu venir l'exploitation et a inversé la situation. Elle a fait de son corps son affaire, de ses blagues son armure, et de son esprit son arme. Elle n'était pas seulement une survivante, elle était l'architecte de sa propre légende. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck est née Ruby Stevens à Brooklyn, orpheline à l'âge de 4 ans et élevée dans des foyers d'accueil et par une sœur aînée volatile. Elle a fui les abus, la pauvreté et la négligence, travaillant comme danseuse dans des speakeasy avant de se frayer un chemin vers le théâtre. Et finalement, Hollywood. Là, elle est devenue l'ultime professionnelle. Forte, cool et chargée d'émotions, Stanwyck a offert des performances inoubliables dans des films comme Stella Dallas, Assurance sur la mort et Un cœur pris au piège. Mais derrière son personnage impassible se cachait une femme qui avait survécu en étant toujours sur ses gardes. Elle parlait rarement de son passé. À la place, elle travaillait plus dur que quiconque, ne manquant jamais une heure de tournage, ne causant jamais de drame. Ce n'était pas de l'obéissance, c'était une armure. Elle savait ce qui arrivait aux femmes qui défaillaient. Ses studios exploitaient son apparence et son travail. Il ne pouvait pas plier sa volonté. Elle négociait pour de meilleurs rôles, gardait sa vie privée, et plus tard, elle est passée à la télévision sans manquer un pas. Barbara Stanwyck n'a pas échappé à l'exploitation par accident. Elle l'a fait en étant plus intelligente, plus dure et plus disciplinée que les hommes qui ont tenté de la contrôler. Elle ne fuyait rien parce qu'elle avait déjà tout distancé. Lupe Vélez. Lupe Vélez était comme le feu incarné, passionné, sauvage et audacieusement sans remords. Née au Mexique en 1908, elle a fui une éducation privilégiée mais restrictive après la mort de son père, déterminée à tracer son propre chemin aux États-Unis. Elle est arrivée à Los Angeles avec beauté, talent et une volonté de faire, mais Hollywood n'était pas prête pour elle. Elle a été rapidement cataloguée comme la fougueuse mexicaine, un stéréotype que Lupe a accentué à l'écran dans des comédies. Mais en dehors de l'écran, elle s'irritait des limitations. Elle aspirait à être prise au sérieux, à échapper aux contraintes des rôles construits autour de son accent et de son tempérament. Mais dans le Hollywood des années 1930, les femmes latinas étaient exotisées, puis rejetées. Sa vie amoureuse faisait les gros titres. Elle était liée à Gary Cooper, Johnny Weissmuller et d'autres hommes célèbres. Mais ce sont souvent ses éclats, et non son art, que les tabloïds mettaient en avant. Derrière son personnage flamboyant se cachait une femme en quête de stabilité, de respect et de liberté créative. Elle ne l'obtint jamais. En 1944, à seulement 36 ans, Lupe est morte d'une overdose de somnifères, ce que beaucoup croient être un suicide, après un chagrin d'amour et un déclin de carrière. Mais les légendes et les rumeurs ont suivi, déformant souvent ces derniers instants en blague. Ce qu'il faut retenir est ceci. Lupe Vélez fut l'une des premières actrices mexicaines à percer à Hollywood. Elle y parvint avec intelligence, ténacité et un charme intrépide dans un système qui montrait rarement de la clémence. Elle a survécu bien plus longtemps que quiconque ne l'aurait imaginé, et pendant un temps, elle a fait rire le monde à sa manière. Lupe n'a pas seulement fui son passé. Elle a couru vers un avenir qu'elle a façonné, malgré les préjugés et les limitations. Et ce faisant, elle a ouvert la voie pour chaque actrice latina qui a suivi. Ils sont venus à Hollywood, à la recherche de lumière, et ont marché à travers le feu. Ces femmes n'étaient pas seulement des stars, elles étaient des survivantes. Derrière chaque sourire sur le tapis rouge se cachait une histoire de fuite, de résilience et de force silencieuse. Et bien que les studios aient écrit leur rôle, ce sont ces femmes qui ont réécrit leur destin. N'oubliez jamais leur vérité.